Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Equinox Télévision. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, l'insécurité reprend-elle du poids de la bête dans la ville de Douala avec le phénomène de microbes, ces groupes de jeunes gens qui agressaient les citoyens et les dépossédants de leur argent et objets précieux refont parler d'eux à nouveau. Ils ont tenu en respect plusieurs habitants et passants au lieu dit Chenebel à Douala 2e. Reconnus par leurs victimes quelques heures après le coup, ces microbes ont été capturés par les fins limiers de la police judiciaire pour le littoral. C'est l'essentiel du dossier insécurité au cœur de ce 20h. À suivre également dans ce journal, que s'est-il passé entre un infirmier et une fillette de 8 ans dans une formation sanitaire à Batoufam dans le Konki. Ce personnel de santé a failli être lynché par une foule en furie. Il a échappé des griffes des populations grâce à l'intervention de la compagnie de gendarmerie de Bandioun. Le mis en cause est accusé d'avoir exigé à la gamine de sucer son organe génital. On fait le point avec nos reporters sur place à Batoufam dans le 20h. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. En pleine campagne de prévention routière, 2 personnes perdent la vie dans un accident de la circulation à Boumniébel sur la nationale numéro 3. Le choc survenu entre un bus de l'agence de voyage Finesse et 2 camions grumiers ont aussi blessé 13 personnes. D'après les témoignages de cet accident qui a eu lieu vers 7 h du matin, il serait dû à un mauvais dépassement du bus de Finesse sur une chaussée glissante, ce qui a causé une sortie de route finissant sa course sur le bas-côté. Et sur les premiers éléments de constat de cet accident, je vous propose d'écouter le commandant du peloton routier motorisé au micro de notre correspondant Joël Niem. Et je vous le disais, nous allons prendre l'extrait ou la réaction du commandant de peloton routier au micro de notre correspondant Joël Niem qui s'exprime sur cet accident survenu très tôt ce matin sur la nationale numéro 3. Nous avons été saisis aux environs de 7h20 de la survenance d'un accident de la circulation sur la nationale numéro 3 au lieu d'Ingwepi, non loin de Boumniébé. Aussitôt, nous sommes déployés sur le terrain où effectivement la chaussée était déjà perturbée, le flux routier. Nous avions réussi à réguler la circulation et à procéder aux constatations de cet accident qui a mis en cause 3 ensembles de véhicules et un bus de la compagnie de transport interurbain Finesse Voyage. Et au cours de cet accident, il y a eu des blessés importants au nombre de 13 et 2 décédés de sexe masculin et des dégâts matériels très importants. La situation a été maîtrisée et tout est rentré dans l'ordre. Les blessés ont été évacués, certains dans le centre de santé au niveau de Pouma et de Yaoundé, et les corps ont été déposés à la morgue de Pouma. Le phénomène de microbes est-il de retour dans la ville de Douala? 6 présumés agresseurs ont été appréhendés par les éléments de la division régionale de la police judiciaire pour le littoral. Ce groupe de jeunes a été rattrapé quelques heures après une agression perpétrée au quartier Chenebel. D'autres précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et Martin Abanda. C'est une scène digne d'un film d'action. Ces images capturées par une caméra de surveillance montrent des jeunes gens armés de machettes et poignards s'en prendre de façon vive aux pompistes et clientèle d'une station-service, tous tenus en respect. Cette agression du phénomène spontané de soi-disant microbes se déroule à Chenebel, un quartier populaire du 1er arrondissement de la ville de Douala. L'agression sera dénoncée par les victimes à la direction régionale de la police judiciaire. Et l'ICO, un système d'opération d'urgence, va être mis en branle par les éléments de la DRPJ sous la houlette de l'officier de police 2e grade, Aïdjo, chef de la brigade Antigan. Dans la soirée du 7,
au 8 août 2024, nous avons été alertés aux environs de 23 heures par la station-service située à Newbell qui nous a signalé la présence d'un groupe d'individus communément appelés microbes qui ont envahi la dite station-service en prenant les pompistes en otage pour les délester de leurs avoirs et de leurs biens personnels. La haute hiérarchie informée nous a instruit à l'immédiat de mettre en œuvre la mise aux arrêts de ces brigades. Des 10 présumés agresseurs, 6 ont été interpellés en possession d'armes blanches, outils avec lesquels ils commettent leur forfaiture. La moyenne d'âge de ces présumés criminels varie entre 16 et 18 ans. Pour la majeure partie, des adolescents. L'officier de police 2e grade, Aïdjo, en a profité pour saluer la franche collaboration des populations dont l'action a fortement contribué à la mise aux arrêts de ces microbes. Je profite également pour saluer l'action efficace et efficiente de la population pour leur étroite collaboration. Qu'elle continue dans cette optique pour nous prêter main forte afin de réduire l'indice criminogène dans la région du littoral. La suite de cette affaire se déroulera devant le procureur de la République, devant qui ces présumés malfrats devraient répondre de leurs responsabilités. Un gang de 8 présumés voleurs de véhicules mis hors d'état de nuire par le groupement de gendarmerie territoriale de Bamenda, spécialisé dans le vol de voitures, et ils avaient fait de la région de l'Ouest voisine leur cible de prédilection, dépouillant plusieurs habitants de cette région de leurs voitures. Innocent Abega et Fabrice Eloumou. C'est un parc automobile de fortune. Ici, 8 véhicules volés bien stationnés avec des numéros de châssis complètement truqués. À la manœuvre de cette opération illégale, une bande de 6 présumés cardiaqueurs, appréhendés par le groupement de gendarmerie de Bamenda. Et nous avons mené cette opération spéciale dans la ville de Bamenda, à Wing et même à Bouda, sous la supervision bien sûr du commandant de légion de gendarmerie, et qui nous a permis de démanteler ce gang de 6 suspects et de récupérer 8 véhicules. Le village à Wing étant un village très proche de la région de l'Ouest, nous pensons que c'est cette proximité qui fait en sorte que dès que ces bandits prennent les véhicules à Bamenda, ils prennent la direction de Awing. Certains de ces véhicules, principalement volés dans la région de l'Ouest, sont déjà identifiés. Pour l'instant, il y a les gens qui se sont déjà présentés et qui ont reconnu bel et bien les véhicules parmi les voitures récupérées aujourd'hui. Pour ceux qui voudraient acheter des voitures, on leur demande d'être extrêmement prudents. Autre lieu, même pratique. Nous sommes cette fois-ci à Mbanga, dans le département du Mungo, région du littoral. Ici, c'est un repris de justice pris en possession d'un véhicule volé, appréhendé par un contrôle routier mené conjointement par la délégation départementale des transports du Mungo et la brigade de Mbanga. Ma fille, moi, elle ne vole pas. Je ne sais pas pourquoi elle marche. Ce que tu viens de faire là, on appelle ça quoi? Moi, je ne sais pas ça, c'est le vol. On ne peut pas voir que le vol là-bas est entre dedans comme ça. Le propriétaire, qui s'est fait dérober son véhicule à Bafoussam dans la région de l'Ouest, retrouve enfin son engin après plusieurs jours. Les présumés malfrats, quant à eux, devront maintenant répondre de leurs actes devant le procureur. 2 présumés contrefacteurs de billets de banque interpellés en flagrant délit de possession de fausses monnaies à Mokolo dans la région de l'extrême nord. Ils avaient en leur possession plusieurs coupures d'un montant de 10 000 francs CFA. Le gang neutralisé par la police avait réussi à soutirer des billets authentiques aux commerçants, causant à leurs affaires des pertes considérables. Voyons tout cela dans ce reportage d'Amadou Daïrou, Nadine Guanfo, Hubert Michel Kamini. Adamou, 19 ans, et Abdourahman, 22 ans. Voilà 2 jeunes gens présumés voleurs, suspectés d'avoir inondé le marché de Mokolo dans la région de l'extrême nord de faux billets. Nous vivons un phénomène nouveau où des individus essayent de faire circuler de la fausse monnaie dans la ville. Et les premières victimes sont des commerçants, des tenanciers des débits de boissons surtout, puisqu'ils travaillent la nuit. Pour l'instant, le phénomène est circonscrit et nous poursuivons des investigations afin de l'éradiquer complètement. Les billets en circulation sont les coupons de 2 000 et 10 000 francs. Leurs victimes,
Des commerçants qui ne font pas le distinguo entre le bon et le faux. Plus encore, ils profitent de l'innocence des enfants, souvent appelés à secourir les parents dans les boutiques. Je me suis rendue au marché, j'ai laissé mes 2 filles qui servaient ici. 2 jeunes gens sont venus, ils ont mangé 2 plats de 500. Ils ont donné un billet de 2000. Les enfants n'ont pas su que c'était le faux billet, elles ont remboursé 1000 francs. Donc voilà, même si moi j'ai été victime, voilà même ce genre de billets-là, passer les anciens, passer les nouveaux. Comment on vient de me frapper, ça ne fait pas longtemps. Donc, chers commerçants, soyons vraiment très vigilants. Je demande à tous les commerçants d'être vigilants, surtout nos frères d'Ambrousse. Pris en chasse par les éléments du commissariat de sécurité publique de la ville de Mokolo, ils réussiront à accueillir 2 suspects avec en leur possession 100 000 francs, tous des faux billets. Certains ont traversé de l'autre côté, puisque nous sommes en zone frontalière. Mais nous allons les attendre patiemment. Le moment venu, nous leur mettrons le grappin dessus. Les autres complices restent activement recherchés, tandis que ceux interpellés seront remis entre les mains de la justice pour répondre de leurs actes. Les commerçants invitent par ailleurs les autorités à multiplier les campagnes de sensibilisation pour éviter cette arnaque. Tentative présumée de pédophilie, un infirmier échappe de justesse à la vindicte populaire à Batoufam dans le Conquis. Il est accusé d'avoir exigé à une gamine de 8 ans de sucer son organe génital. Le mis en cause a eu la vie sauve grâce à l'intervention musclée des éléments de la compagnie de gendarmerie de Bandjoun. C'est l'abomination de cet acte qui a ulcéré la population. Robert Kenyé et Vivien Tonfag. Au centre médical d'arrondissement de Kanye, à Batoufam dans le département du Conquis, les stigmates d'actes de violence sont visibles. Vendredi 9 août dernier, les habitants de cette localité ont tenté d'en découdre avec Bernard Defo, cet infirmier en service depuis 2 mois seulement dans cette structure de santé. Il est accusé d'avoir imposé à une jeune patiente de 8 ans seulement de lui faire la fellation. L'enfant allait pour faire les soins puisqu'elle avait l'abcès au cou. Et puis, c'était son dernier jour. Dès qu'elle est sortie de la chambre, le monsieur l'a rappelé. Quand elle entre, il bloque la porte. Et elle a dit qu'il a retiré la chose que le garçon pisse avec, il a mis dans sa bouche et puis il a mis la main dans son pantalon et il a pissé. Il a pissé et après il a pissé dans sa bouche. Il lui a demandé d'avaler. Après l'acte odieux, la fillette ne reste pas muette. On a dit que bon, montre-nous celui qui a fait ça. Il avait le montre. Elle a dit que voilà le monsieur et c'était l'infirmier. Courroucé, les villageois s'en prennent à l'infirmier de 37 ans qui n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention des éléments de la gendarmerie déployés promptement par le commandant de la compagnie de Bandjoun. D'abord, la gendarmerie de Bayangam est arrivée vers 20h30, 21h et ils étaient vraiment peu. Ils ont fait appel à Bandjoun. Oui, ce sont les gens de Bandjoun qui sont venus partir avec lui. Mais sa moto a été calcinée par les populations en furie. Depuis son arrivée dans ce village, Bernard Defo, de par ses pratiques médicales peu orthodoxes, paraissait suspect aux yeux des populations. Si tu es une femme et que tu pars là-bas pour te faire soigner ou bien t'injecter, il va te dire, parce que quand tu vas à l'hôpital, tu le fais seulement comme ça, pour qu'on t'injecte, non? Il oblige les femmes de toutes les habiller. Et dans les salles des malades femmes, il passe même la nuit là-bas dedans parce qu'il veut prendre les femmes. C'est sûr qu'il prend d'abord la femme avant que l'enfant ne sorte. Mais ce qu'il fait à la femme comme ça, il doit faire comment? Quand une femme veut déjà ouvrir tous ses fesses, tout le jambon là, il doit entrer avant que l'enfant ne sorte. Bernard Defo a été entendu et placé en garde à vue. Il sera présenté ce mardi selon nos sources devant le procureur près les tribunaux de Bandjoun. Les vannes du ciel s'ouvrent enfin sur la ville de Garoua au bout de 3 semaines d'un soleil d'aplomb qui a presque séché les cultures. Les premières pluies seraient tombées à la suite d'une série de prières adressées au Très-Haut par le Lamido de Garoua et sa population. Pour elle, ces chutes de pluie sont les réponses d'Allah à son peuple. Olivier Tefo, Esther Manuela Hanon. Pendant 3 jours de jeûne et de prière, les fidèles musulmans de la ville de Garoua ont imploré Allah afin qu'il fasse tomber du ciel les précieuses gouttes de pluie devenues très rares dans le septentrion. Nous avons pris conscience aujourd'hui de la difficulté que nous avons et ça ne se limite pas seulement aux actes posés il y a de cela ces 3 derniers jours. Ce sont des actes à pérenniser. Je voudrais déjà d'ores et déjà rappeler qu'il n'existe pas d'invocation non exaucée. Toutes les invocations que le fidèle adresse au Seigneur sont exaucées. Maintenant, au Créateur et à l'incréé de choisir quand est-ce qu'il
rend exécutif ce dont nous avons exaucé. Depuis près de 3 semaines, la sécheresse persiste. Les cultures telles que le mil, le sorgho et bien d'autres sont complètement dégradées. Le lamido de Garoua, Ibrahim El Rachidini, trouve en cela une punition de la part du Très-Haut. Il a par ailleurs invité les fidèles musulmans à se repentir de leur mauvaise manière de vivre. Le son que le Seigneur nous envoie à travers cette rareté de pluie est très clair. Nous avons enjolivé nos cœurs des occupations mondaines. Nous nous sommes détournés de notre Seigneur. Alors aujourd'hui, tout le monde devrait se remettre en question. Pour qu'Allah fasse descendre cette pluie-là dans nos cœurs d'abord, parce que nos cœurs sont arides, afin qu'il puisse descendre cette pluie-là sur cette terre, afin que nous puissions ne pas être livrés à la faim, à la famine. Nous devons être en harmonie envers nous-mêmes, en harmonie envers nos semblables, payer effectivement les droits de douane dans les structures de douane, pas dans d'autres structures. Payer les impôts dans les structures des impôts. Des prières qui ont été exaucées. Ce week-end, la ville de Garoua a été arrosée par quelques pluies, ce qui vient reconforter les populations du Grand Nord et en particulier les agriculteurs. Bien que le problème de sécheresse soit ici une réalité, les musulmans restent optimistes. Le gouvernement de son côté devra prendre des mesures sécuritaires pour renforcer la résilience agricole face aux aléas climatiques. Et à Galim-Tinière, dans la région de la Damawa, des exploitants miniers et artisanaux du village légal Goro continuent de réclamer leurs terres arrachées et cédées à une entreprise chinoise. Expropriés sans aucune indemnisation ni droit, ils ont exposé leur misère aux acteurs de la société civile en visite dans cette localité. Jean-Blaise Noupeye, Kemazu Mateda Osomba et Claudia Isia. Les mains plongées dans la boue avec des matériaux rudimentaires, c'est ainsi que cet orpailleur travaille au quotidien. Ils sont plus d'une centaine qui travaillent ici. Nous sommes à Légal Goro, une localité de l'arrondissement de Galim-Tinière, dans le département du Faro-Edeo, connue dans la région de l'Adamawa pour la richesse de son sous-sol en or. Cette activité n'est pas sans difficulté. On rencontre notamment le manque d'eau potable et des risques d'infection pulmonaire. Nous avons d'abord l'accident dans le lieu de travail qui survient des fois, comme cela a été survenu aujourd'hui même. Un enfant de 21 ans a perdu sa vie. Autre difficulté, en 2021, une partie de leur terre a été expropriée au profit d'une entreprise chinoise, ce qui a considérablement réduit leurs ressources de base. On ne nous a pas éclairci sur le cahier de charges, sur notre droit, ce qu'on devait nous donner, parce qu'on nous a chassés de l'autre côté. Plusieurs dignitaires, fils de Légal Goro, se trouvent actuellement incarcérés parce qu'ils réclamaient leur indemnisation. En visite dans cette localité, la société civile dénonçant le non-respect du code minier par l'entreprise chinoise l'invite à trouver un terrain d'entente pour éviter d'éventuels soulèvements. Le code minier n'a pas été respecté et c'est pour ça qu'il y a eu trop de problèmes. Le code minier dit clair à tous les propriétaires de titres d'exploitation, mais des permis de recherche, qu'ils aillent d'abord se faire consulter avec la population riveraine. Après consultation, puis les faire indemniser. Face à ces différentes difficultés, le rêve de s'enrichir est devenu un véritable cauchemar pour la majorité de ces orpailleurs. Autre sujet d'actualité dans ce journal, l'inégalité de genre dans les médias préoccupe l'UNESCO et l'ONG Human Rights Watch. Les deux organismes entendent de sensibiliser les patrons des médias et l'opinion sur la nécessité d'admettre autant de femmes que d'hommes dans le monde des médias. La réflexion est au menu d'un atelier de 3 jours à Douala entre experts et participants venus de la région Afrique centrale. Emos Fongor et La Fleur Signée. La diversité dans la composition de la main-d'œuvre dans les médias en Afrique demeure un problème critique. Selon un rapport publié il y a quelques années par le projet mondial du suivi des médias, les femmes ne représentent que 24% des personnes entendues, lues ou vues dans les médias. Une disparité que décrit UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation de la science et la culture. La représentation des femmes dans diverses sphères, la sphère politique, la sphère économique, la sphère sociale, c'est toujours un défi depuis longtemps. Vous voyez, il y a les tests qui parlent de l'égalité en droit et voilà, entre
toutes les personnes humaines, beaucoup d'autres tests et les conventions. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Les réalités sont têtues. La sensibilisation des participants sur le rôle des femmes, ainsi que l'impératif de leur engagement sur des questions qui impactent leur quotidien, constituera la toile de fond des échanges au cours d'un atelier de formation qui s'étendra sur 3 jours à Douala. Une plus grande représentativité des femmes dans les médias peut contribuer à l'avènement d'une société plus pacifique et permettant aussi, bien évidemment, à l'Afrique centrale de relever les défis qui sont les siens en matière de lutte contre la pauvreté, en matière d'inclusion, en matière de respect des droits de l'homme. These kinds of fora are an opportunity for the organizers, UNESCO and the human rights in Central Africa, to conscientize and raise the awareness of media women to take up their rights and to own their rights, to appropriate their rights, to know the legal instruments and to be able to promote their own rights and the rights of other women in their respective countries. La rencontre était également une invite aux médias d'assurer une meilleure visibilité et représentativité des femmes au sein des organes de presse. Et dans l'escale internationale, plus d'un siècle après le chaos du génocide qui avait complètement détruit ce petit pays des Grands Lacs, le président Paul Kagame, au fil de ses mandats successifs, a réussi à faire renaître cet État de ses cendres, relevant le grand défi d'une réconciliation nationale entre les frères et sœurs ennemis d'hier, Hutus et Tutsis. Le Rwanda se hisse aujourd'hui au standing des pays africains les plus développés du continent. J'irai Siopa et Jean-Paul Boyo. Avec un score soviétique lors de la dernière élection présidentielle, Paul Kagame, qui a prêté serment pour un 4e mandat de rang à la tête de son pays, est un dirigeant populaire perçu tant à l'échelle nationale qu'internationale comme un sauveur qui est parvenu à transformer et à moderniser efficacement son pays après de longues années de guerre civile. Lorsqu'on calcule la croissance dans les pays africains aujourd'hui et spécifiquement dans le cas d'un pays comme le Rwanda, on privilégie un indicateur économique qui est le produit intérieur brut. On a besoin des croissances qui influencent positivement le panier de la ménagère. Épinglé par les ONG et les pays occidentaux pour son rôle dans le pillage et l'exploitation des ressources minières à l'est du Congo voisin, Paul Kagame, 66 ans, s'est paradoxalement révélé pour son pays comme l'homme de la situation en vue du développement du pays à travers des programmes prioritaires axés sur les services, les nouvelles technologies et l'urbanisation, la modernisation de l'économie et le tourisme en passant par les projets énergétiques. L'indicateur des matières premières et des ressources naturelles pour dire qu'en réalité, du point de vue de l'économie politique, un pays comme une nation se développe à partir de ce qu'on appelle des avantages comparatifs. Lorsqu'on fait l'analyse économique du Rwanda, le Rwanda ne dispose pas des matières premières et des ressources naturelles. Mais paradoxalement, ce pays est présent dans la commercialisation de ces matières premières et de ces ressources naturelles sur le plan international. Écrasant toute opposition sur le plan national par son projet de société avec son parti, le Front Patriotique Rwandais, les services des ressources humaines des Nations Unies classaient par exemple Kigali, la principale ville du pays, au même niveau que New York en termes de confort de vie. Et en page sport de ce journal, Jeux Olympiques 2024, l'Afrique au 17e rang du classement général sous la bannière du Kenya. Les athlètes du continent ont remporté 2 fois plus de médailles qu'aux précédents Jeux de Tokyo au Japon. La France, pays hôte du tournoi, a réussi une brillante organisation que la dernière édition qu'elle avait abritée en 1924. D'autres précisions dans ce reportage de Dallas Tiana et Nana Paul Saveur. Lors des 33e Jeux Olympiques de l'ère moderne, 54 pays africains sur 206 ont participé à la compétition. Seuls 9 de ces pays ont remporté au moins une médaille. Le Kenya s'est positionné en tête du classement africain avec 10 médailles, dont 4 en or. Les autres pays africains médaillés sont l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Égypte, le Botswana, l'Ouganda, le Maroc, la Côte d'Ivoire et la Zambie. Les athlètes africains ont remporté un total de 39 médailles, soit 2 fois plus qu'aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. L'Afrique a particulièrement brillé dans les épreuves d'athlétisme avec des performances exceptionnelles de Tebogo, Joshua Cheptegei et Faith Kipyegon. Nous avions en Afrique aligné 11 athlètes au sprint. La meilleure performance réalisée par les 11, c'est notre athlète Esseme qui l'a fait avec 9,98 en dessous de 10.
Donc, je pense que c'est un résultat qu'il ne faut pas négliger. Nous n'avons pas été au podium, mais nos athlètes se sont comportés dignement et je suis content de l'annoncer comme ça. Vous savez, j'observe les Jeux Olympiques depuis quelques années. C'est la première fois aussi que le sprint camerounais arrive à ce niveau de performance. En football, 2 pays africains, notamment le Maroc et l'Égypte, ont atteint les demi-finales pour la première fois dans l'histoire du tournoi olympique. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a salué ce parcours et a déclaré qu'un pays africain remportera à nouveau la médaille d'or après le Nigeria et le Cameroun. La Team Cameroun, quant à elle, court toujours après sa première médaille olympique 12 ans après Londres 2012. Elle dispose de 4 ans de préparation pour espérer décrocher au moins une médaille lors des Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Des publics reportages dans cette édition du 20h. La société Afriland First Bank et l'université de Ngaoundéré, désormais main dans la main pour la construction d'un cadre de travail propice à l'épanouissement des acteurs de la chaîne universitaire. Les 2 institutions ont paraphé une convention de partenariat en présence d'André Mboklem, représentant le directeur général d'Afriland First Bank et le recteur de l'université de Ngaoundéré, le professeur Mamadou Abdulmoumini. Reportage. 2 signatures au bas du document. D'une part, l'université de Ngaoundéré et d'autre part, Afriland First Bank. Une poignée de main pour la postérité et qui celle-là, un tournant décisif dans l'histoire des 2 institutions. Un partenariat qui vise la construction d'un cadre de travail favorable à l'épanouissement de l'étudiant, de l'enseignant et de l'université. Il était temps pour nous de formaliser un peu cette relation à travers cette convention que nous avons signée aujourd'hui. L'inclusion financière que nous voulons mettre en place va se dérouler à travers le déploiement des instruments, des plateformes sécurisées qui permettront déjà de fluidifier la démarche administrative auprès des étudiants. Mais à côté de ça, ça permettra également d'avoir une certaine traçabilité des frais universitaires qui sont payés. Pour Afriland First Bank, le moment particulier permettra d'agir avec l'université de Ngaoundéré afin de faciliter la vie à l'université à travers la mise en place de services bancaires adaptés aux besoins des étudiants, des enseignants et de l'université dans son ensemble, tels que la domiciliation des comptes de l'université et de ses établissements, la mise en place et à disposition des guichets automatiques, le déploiement d'une plateforme en ligne sécurisée permettant de simplifier les démarches administratives, d'optimiser la traçabilité des paiements, des droits universitaires et d'en réduire les délais de traitement de paiement. Parce que l'étudiant est vraiment au cœur de notre politique, nous avons mis sur pied un programme d'excellence qui consistera à offrir des possibilités de stage. Il s'agit en effet de promouvoir l'inclusion financière à travers cet accord cadre entre les parties, de favoriser l'employabilité des jeunes à travers le programme Young Graduate Programme qui offre l'opportunité aux jeunes diplômés des universités, précisément de l'université de Ngaoundéré désormais. Je tiens à rappeler que Afriland First Bank, c'est un partenaire de longue date de l'université de Ngaoundéré. Donc aujourd'hui, nous avons donc matérialisé à travers la signature de ce partenariat notre convention. Le partenariat entre l'université de Ngaoundéré et Afriland First Bank permettra donc de renforcer les liens entre le monde académique et le monde professionnel, de favoriser l'épanouissement des étudiants et de soutenir le développement économique et social du Cameroun et partant. Une signature de convention de partenariat entre l'université de Ngaoundéré et Afriland First Bank, travaillée d'arrache-pied qui voit aujourd'hui sa concrétisation. Excellence académique dans le canton Bakoko-Vouri, l'entreprise citoyenne Globelec a offert de nombreux kits scolaires aux élèves méritants de ce canton. C'était au cours d'une cérémonie grandiose dédiée à la 4e édition de cette excellence scolaire. Reportage. L'entreprise citoyenne Globelec vient encore de donner du sourire aux élèves, en l'occurrence ceux du canton Bakoko-Vouri dans la région du littoral. Dimanche 11 août 2024, en effet,
Globelec a célébré l'excellence académique en remettant des kits scolaires aux meilleurs élèves des écoles publiques primaires du dit canton. Ainsi, cartables, cahiers, livres, boîtes académiques, etc. ont constitué l'essentiel du package remis aux bénéficiaires. Je suis très heureuse de ces cadeaux. Ces cadeaux me permettront d'organiser mieux ma rentrée scolaire. Et aussi, je remercie la société Globelec de nous avoir offert ces chaleureux cadeaux. Je promets que je serai toujours assidue à l'école. L'événement qui s'est tenu en marge de la 6e édition du festival Team Manhattan et qui a eu pour cadre l'esplanade du Palais Royal du canton Bako-Kovouri a mobilisé plusieurs établissements scolaires pour 106 lauréats primés. Nous accueillons ce don avec beaucoup de fierté parce que là, ça encourage les enfants à travailler davantage. Et nous encourageons la société Globelec à continuer à faire ce genre de choses à l'égard des enfants. La particularité cette année était la présence d'une école spécifiquement dédiée à l'apprentissage, l'acquisition et la pérennisation des us et coutumes du terroir. Bon, Timalada est une école traditionnelle qui se définit comme étant retour aux sources ou alors retour au village. Je remercie Globelec de nous avoir chaleureusement assistés aujourd'hui et d'avoir accepté d'être le parrain de l'événement. Globelec nous a toujours accompagnés dans le cadre des retours des vacances pour nos enfants, et dans le cadre de ce retour, nous organisons ici au niveau du palais ce que nous avons appelé la journée de l'excellence. La journée de l'excellence qui est souvent l'excellence culturelle et l'excellence académique. Premier producteur indépendant de l'électricité au Cameroun, Globelec a mis sur pied une politique sociale qui consiste entre autres à accorder une attention particulière à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers les domaines santé, eau, électricité, éducation. Nous sommes rendus à la 4e édition de la remise des prix d'excellence scolaire ici au canton. Notre directeur général accorde une attention particulière à l'excellence et à la performance. C'est pour cela que nous accompagnons donc ces enfants pour qu'ils soient la future élite du canton Bakoko de demain et la future élite du Cameroun de demain. L'événement a été marqué par diverses activités ludiques qui ont permis aux élèves de s'épanouir le temps d'une compétition sportive traditionnelle ou d'une épreuve de gymnastique intellectuelle. Fidèle à sa tradition, Globelec a ainsi honoré les élèves du canton Bako-Kovouri, comme ce fut déjà le cas en juin 2024, lorsque l'entreprise citoyenne a primé les meilleurs élèves des différents établissements de la ville de Kribi, dans le sud Cameroun. C'est avec ces belles images que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas. Retrouvez dans quelques secondes Gizogo et ses invités en direct de Yaoundé pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Très bonne soirée à tous. Madame, monsieur, bienvenue à cette deuxième et dernière partie d'Equinox ce soir. Nous sommes toujours en direct de Yaoundé. Deuxième et dernière partie d'Equinox ce soir sur quelques solutions. Alors, Raphaël Valentin Biaguet, vous soulignez tout à l'heure qu'il fallait quand même clarifier la question de la chaîne des personnes qui interviennent. Ça, il faut taper dessus, il faut amoindrir le nombre de personnes pour espérer aller plus haut. Oui, effectivement, comme je le dis, vous savez, quand il y a beaucoup d'intermédiaires, le prix a tendance à baisser. Vous comprenez? Donc, il faut maintenant lutter contre, c'est-à-dire contre la prolifération de ces intermédiaires. En principe, le paysan lui-même est responsable de ces problèmes. Il n'est pas organisé. Les paysans ne sont pas organisés. Ils devraient faire des groupements, c'est-à-dire ils doivent grouper les cacao afin de le vendre plus cher. Malheureusement, chez eux, ils n'ont pas vraiment cette culture. Bon, quand vous regroupez le cacao... Il y en a qui vendent du frais, là. Oui, il y a des gens qui vendent du frais, justement, après avoir récolté les gars bagarrent de cacao, hein, ils s'en fichent carrément. Bon, donc voilà ce qu'il faudrait faire. Lorsque les paysans se sont regroupés, et qu'ils ont groupé les cacao, ils peuvent directement négocier avec même l'exportateur, ça se fait.
Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Lorsque vous parvenez à regrouper ne serait-ce que même 10 tonnes ou 20 tonnes, vous passez un appel d'offres au niveau d'Internet. Les gens viendront acheter ces cacao. Vous savez qu'aujourd'hui, le cacao, c'est leur bras. Hein? Donc, première solution, limiter le nombre d'intermédiaires. Deuxième solution, former le planteur pour qu'il soit capable de couper son cacao et l'eau et pouvoir le vendre en groupe. Ça, c'est ça. Mais à l'époque, il y avait les coopératives. C'était différent. Justement. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi à l'époque, on avait les coopératives? Les coopératives existent bel et bien. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais le problème, c'est quoi? Le paysan, surtout le cacaoculteur, ne parvient pas à faire vivre cette coopérative-là. Il préfère souvent vendre son cacao, c'est-à-dire en catimini. Il y a les contraintes quand même économiques. Les contraintes économiques, oui. Parfois, quand il est bloqué, il est un peu bloqué, il dit qu'il veut peut-être avoir envoyé l'enfant à l'école, bien acheter les frais. Il va vendre son cacao la nuit. Et ça, c'est même très dangereux. Oui. Parce qu'il arrive des fois que moi, j'ai essayé quand même de regrouper les paysans. Bon, j'ai fait des avances parfois. Je lui ai dit, OK, essayons de regrouper nos cacao. Mais je vous assure, ces gens-là... Quand ils ont touché, ils ont vendu. Et d'ailleurs, ils vendent même le cacao sans que vous soyez au courant. Et vous perdez totalement. Moi, ça c'est un fait réel, j'ai perdu beaucoup d'argent. En aidant les cacaoculteurs même, en leur donnant par exemple surtout les pesticides, c'est-à-dire les fongicides. Par exemple, maintenant là ils sont bloqués. Oui. Donc il faut d'abord les former. Le problème c'est la formation des cacaoculteurs. Deuxième problème ici maintenant, deuxième solution maintenant, amoindrir le nombre d'intermédiaires. Pour que le paysan puisse avoir un prix élevé, il faut grouper et maintenant traiter directement avec les exportateurs. Et là, nous n'aurons pas de problème. D'accord. Alors, Sa Majesté, Patrick Odondon, sur la question, votre production est élevée cette année, vous espérez aussi avoir beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que vous faites pour cela? Disons que cette année, je crois que j'aurai quand même un peu. Parce que l'année passée, j'ai subi ce qu'on appelle le passage des insectes et ça avait ravagé tout mon champ, tous mes champs. Donc cette année, je crois que nous avons pris des dispositions avec mes travailleurs, ceux qui sont en train de travailler. Je crois que quelque chose est en train d'être prévu, quelque chose de prometteur est en train d'être fait. Mais de manière générale, ce que j'ai dit à mes frères, à mes sujets du village, je le dis également à l'ensemble du monde paysan. Ce que le frère est en train de dire, il faut que les ventes soient groupées pour que les producteurs puissent bénéficier de quelque chose. Dès lors que nous avons réglé les problèmes de rentrée scolaire, il y a une possibilité de faire une deuxième grande vente au mois d'octobre et ensuite une dernière possibilité au mois de décembre et de janvier pour les productions qui arrivent un peu plus tard. Et pouvoir garder, n'est-ce pas, garder de l'argent pour le pétrole, garder de l'argent pour les nouveaux fongicides. Améliorer le cadre de vie. Et améliorer le cadre de vie et rembourser les dettes. C'est pour cela que tout à l'heure, lorsque j'appelais, je rappelais qu'aujourd'hui c'est la 12e, c'est la journée mondiale de la jeunesse. C'était pour inviter les jeunes qui sont en âge, n'est-ce pas, de créer des cacaocultures, de le faire. Parce que je suis tombé par hasard, ça fait partie des solutions, je suis tombé par hasard sur une banque, je ne fais pas la promotion de cette banque, c'est la Regional Bank. Ils ont ouvert des produits, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, des produits pour mettre à la disposition de ceux qui veulent les crédits. Et parce qu'ils peuvent vous fournir un technicien, et un financier, et vous-même, n'est-ce pas, avec la capacité de production que vous allez investir, vous pourrez, n'est-ce pas, rembourser à échéance brève, n'est-ce pas, l'argent qu'on pourra mettre à votre disposition. Ceci peut permettre à beaucoup de jeunes de bien, n'est-ce pas, de bien faire dans l'agriculture, dans la cacaoculture, aider les jeunes donc à s'installer, à bien s'installer, à vivre dans des habitats décents, à bien vivre et à gagner sa vie, à organiser sa petite famille. Vous comprenez un peu? Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger.
Je crois qu'il faut... le secteur agricole, c'est le secteur qui est le plus promoteur. Monsieur Thierry Dusset le disait tout à l'heure. Lorsque vous mettez quelque chose dans le sol, nécessairement vous récoltez quelque chose. C'est vrai. Parce que l'idée, c'est que il faut que l'agriculture soit un peu machinisée. Nous sommes d'accord. Mécanisée. Nous sommes d'accord. Et après la mécanisation, on appelle de tous nos voeux ce qu'on appelait également l'industrialisation. Et ce n'est qu'après l'industrialisation que la commercialisation des produits finis peut aider l'Afrique. Le Cameroun, il faut que les producteurs camerounais, parce que nous avons beaucoup de retard dans la production du riz, dans la production du cacao, parce que la production normale, la production estimée devait aller au-delà de 600 000 tonnes. Il peut nous le confirmer. Ce n'est pas normal que nous sommes dans un pays comme le nôtre et que même le riz, nous soyons obligés, n'est-ce pas, de l'importer. Ce n'est pas normal. Il faut absolument que nous fassions des efforts, que les Camerounais fassent des efforts pour que, sur le plan agricole, la suffisance, n'est-ce pas, alimentaire puisse se sentir. C'est ça qui peut nous permettre, à notre économie, n'est-ce pas, de se ressaisir. 400 milliards de francs CFA injectés par le cacao, c'est important. C'est la raison pour laquelle il faut que les pouvoirs publics davantage continuent, n'est-ce pas, à promouvoir cette politique où le cacaoculteur peut, n'est-ce pas, vendre à 6 000 francs, voire 7 000 francs au-delà. Et c'est quelque chose qu'il faut continuer, n'est-ce pas, à surveiller. Alors, Roger Noir, sur la question, quelles sont les pistes pour rendre encore les producteurs de cacao heureux, plus heureux encore? Vous savez, nous, OMS, nous avons largement réfléchi sur cette question, sur l'agriculture de manière globale. Tout à fait. Et nous avons d'ailleurs, dans le cadre de son présidentielle 2018, élaboré sur le programme de notre candidat là-dessus. Lorsque nous parlons de chaîne de valeur, exactement nous savons de quoi est-ce que nous parlons. Parce que chez nous, nous pensons qu'à partir de l'agriculture, on peut arriver à développer notre pays. Nous commençons par le premier stade de producteur. Il faut d'abord, la première chose, il faut soutenir et créer des coopératives agricoles lorsqu'il n'y en a pas, pour permettre aux planteurs de pouvoir se développer. Il faut les subventionner, par exemple? Non, pas forcément. Oui, il y a plusieurs moyens de soutenir les coopératives, pas forcément par le financement. Il faut moderniser l'infrastructure rurale. Parce que ça a un impact sur le prix du cacao à la fin. Lorsque vous allez, par exemple, dans les zones de production, plus vous êtes rapproché de la ville, plus ça coûte. Plus ça coûte. Au fur et à mesure que vous éloignez du centre-ville, le prix baisse. Donc ça veut dire que l'infrastructure routière est assez importante. Voilà pourquoi nous, MSO, insistons sur l'infrastructure routière en milieu rural pour aider les restaurateurs à gagner un peu plus d'argent. Maintenant, vous avez aussi la modernisation même de la pratique agricole. C'est-à-dire à travers les politiques agricoles, à travers la mécanisation, pour qu'on augmente la production. Dites-vous, le niveau de production actuel au Cameroun n'est très bas. Nous sommes à moins de 300 000 tonnes là, depuis pas mal de temps. À l'époque, on avait des productions qui étaient quand même acceptables. Mais aujourd'hui, nous sommes très loin. Il faut donc booster la production, parce que si on a boosté la production, et même qu'on continue à exporter la fève, les transporteurs locaux auraient de la matière. Mais ils n'arrivent pas à avoir la matière parce que nous produisons très peu. Donc il faut booster la production. Et nous, MSC, nous avons prévu certainement comment booster cette production-là. Et la dernière chose, c'est, comme l'a dit, la formation du planteur. Parce qu'il y a l'éducation financière. Vous savez que chez nous, le planteur, quand le planteur a de l'argent, à ce moment-ci, les planteurs chez nous, là, dans la liquide, ils vous disent que non, je peux vous acheter avec tout le monde de votre famille. Donc, tous les millions qui gagnent là, c'est pour acheter les familles, acheter les autres. Tout l'argent qui gagne là, c'est pour se marier, les petites filles là. Ils vont aller avec les très petites filles. Ça, c'est ce que le planteur fait. Vous allez voir quelqu'un touche 30 millions, mais lorsque vous regardez le cadre de l'environnement, le cadre de vie, ça ne ressemble absolument à rien. Mais ce n'est pas son problème. Donc, il a besoin d'éducation financière pour apprendre à gérer son argent afin qu'il puisse améliorer ses conditions de vie. Et dès qu'on l'a fait, dans la chaîne de valeur, il faut transformer. Et c'est pourquoi je dis que si nous arrivons aux affaires, on va développer la transformation locale. Parce que, évidemment, il ne faut pas renvoyer toute la plus-value à l'industriel. Il faut que la plus-value
puisse profiter aux planteurs. Et ça ne peut profiter aux planteurs que si on transforme localement. Oui. C'est-à-dire que le planteur lui-même doit pouvoir consommer ce qu'il produit. Bien sûr, c'est consommateur comme tous les autres. Oui. Et puis, le planteur peut aussi devenir actionnaire dans les industries de transformation. Pourquoi pas, quand on parle d'éducation financière, on peut amener le planteur à savoir que ça peut être aussi une source de revenus. Un État actionnaire dans ce qui va transformer son cacao. C'est autant de ce que nous avons prévu. Et il y a aussi quelque chose d'important en ce qui concerne les cacaoculteurs, que nous, MST, nous pouvons faire. Et puis les autres agriculteurs aussi, c'est la diversification des cultures. Parce qu'aujourd'hui, on cramponne nos cacaoculteurs au cacao, mais non, et c'est ce qui fait qu'il arrive à vivre. Quand il y a choc de prix, il y a des conséquences. Or, s'il y avait une diversité de cultures, et qui peut le soutenir, ne serait-ce que culture vivrière, le choc sera amoindri. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles nous réfléchissons. Donc maintenant, quand on a fait ça, il faut pouvoir distribuer. Yeah. Et l'un des problèmes, l'une des faiblesses de la production agricole au Cameroun, c'est la distribution. Je vous prends la preuve avec le riz. Vous avez du mal à trouver le riz local dans une échoppe au quartier. Il y a très peu de gens, ils veulent bien consommer du Camerounais, mais ils ne savent pas où en acheter. Parce qu'il y a une mauvaise politique de distribution. Qui est souvent vendu au ministère du Commerce, à l'esplanade du ministère. Ça touche combien de personnes? Oui. Tout le monde ne vit pas à Yaoundé. Moi, je consomme uniquement du riz camerounais, mais je ne peux pas savoir la peine que je prends pour l'obtenir. Il coûte déjà plus cher, oui. Mais en plus encore de dépenser le carburant pour aller le chercher là où il se trouve. Il ne vient pas vers vous. Le riz importé marché quand même de la place. Oui, le riz importé vient vers vous. Oui. Les chefs du quartier ont du riz importé. Pourquoi est-ce que les produits locaux n'arrivent pas auprès des consommateurs? Il faut développer la chaîne de distribution. Mais RDP, c'est ça le faire. Il faut que le MSA pouvoir le faire. D'accord. Alors Thierry Djoussi, sur la question. Comment espérer qu'on puisse encore aller plus haut dans ce cas? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Vous nous disiez tout à l'heure que c'est le gouvernement qui a les experts, qui réfléchit à ces questions-là. C'est à lui de trouver aussi les solutions. Oui, je crois qu'en disant ça, je n'ai pas quand même inventé le fil à couper le beurre. Gouverner, c'est prévoir. Oh, maintenant, comment faire pour que le producteur du cacao vive mieux? D'abord, il faut commencer par maximiser même la production. Vous savez, quand il produit, il ne récupère que la fève. Qu'est-ce qu'il fait de la cabosse? La cabosse est également une source de revenus. Et avec la cabosse, on peut enrichir le sol. C'est un fertilisant. Mais également. Le jus, il se trouve que... On en fait de la donc, rien que dans le cacao, il y a plusieurs sous-produits que vous pouviez avoir. Parce qu'avec la cabosse, c'est un fertilisant. Or, vous avez beaucoup de cacaoculteurs qui s'endettent pour acheter des engrais. Or, la cabosse peut résoudre le problème, ça fait des économies. Il y a également des passerelles qu'on peut créer entre la cacaoculture et la médecine traditionnelle, parce qu'avec cette cabosse-là, c'est également des éléments pour fabriquer des produits médicaux ou médicamenteux locaux. Parce qu'avec ça, on fait ça. Et même également des passerelles avec l'élevage, parce que même avec ces cabosses-là, vous pouvez également ingérer ça dans l'élevage. Donc voilà des sous-produits comme ça qu'à partir d'une cabosse de cacao, d'une fève de cacao, on peut créer pour augmenter le revenu du producteur. Donc je ne pense pas que là, il faut particulièrement être au gouvernement. Et je ne pense pas aussi que là, il faut que les producteurs eux-mêmes puissent se prendre en main. Parce qu'on ne va pas tout le temps rejeter quand même la responsabilité sur le gouvernement. Vous voyez que vous savez, quand vous travaillez la terre, vous savez comment on vous appelle? Seigneur. Vous êtes un seigneur de la terre. Donc, un seigneur doit quand même trouver des solutions pour vivre un peu mieux. Il y a aussi un autre problème. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de ça aujourd'hui, mais il faut le dire. Et c'est ça qui appauvrit le producteur ou l'agriculteur camerounais. 30% de la production est perdue. Oui. Quand vous produisez, 30% c'est perdu. Là, ce sont les chiffres du ministère de l'Agriculture. 30%. Oui. Or, imaginez quelqu'un qui a produit et qui ne vend que 70% de sa production. 30% il a été perdu. Dans les 30% là, c'est son bénéfice. Oui. Donc, il est réduit à la pauvreté. Et cela est dû à quoi? À l'enclavement des bassins de production. Absolument. Il y a des zones où quand il pleut, aucune voiture ne peut entrer. Or, vous ne pouvez pas porter le cacao sur votre tête pour l'amener au marché. Il faut des véhicules. Or, il faut également résoudre cela. Et là, c'est le travail. Il y avait eu un travail, je n'ai pas envie de dire extraordinaire, mais assez important, la Sodecao qui avait fait des routes, notamment dans le département d'Alekié. Et il existe également. Donc ce fonds existe aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un chemin qu'on pourrait aussi... Mais ils ont tout la Sodecao. Non, il faudrait demander au gouvernement et également aussi à certaines mairies parce que les responsabilités sont partagées là-dessus. Et aussi
il y a, et là aussi je voudrais m'adresser aux producteurs, je sais qu'ils font déjà beaucoup d'efforts pour nous nourrir. Mais c'est ingrat quand même. Quand vous regardez aux États-Unis, les plus riches sont des agriculteurs. Ce ne sont pas les politiciens, Absolument. ce ne sont pas les importateurs, ce ne sont pas ce sont les agriculteurs. Or, quand vous regardez au Cameroun et en Afrique, les plus pauvres, c'est qui? Ce sont les agriculteurs. Paradoxal. Oui. Or, qu'est-ce qu'il faut faire? Je parlais du cacao, on pourra parler du riz après, parce que l'association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement a également fait une enquête sur la culture du riz, sur la commercialisation du riz et sur l'inaccessibilité du riz. Parce qu'il y a des Camerounais qui vivent à Yaoundé, qui ont 50 ans, mais qui n'ont jamais mangé du riz camerounais. 50 ans. C'est leur âge. Alors sur le cacao, nous avons fait des enquêtes là-dessus. Oui. Donc pour dire que nous produisons un riz qu'une grande partie de la population ne mange pas. Oui, tout à fait. Maintenant, je vais revenir sur le cacao. Je pense que les producteurs aussi peuvent se regrouper en coopérative. C'est-à-dire quoi? Vous vous regroupez en coopérative et dans la coopérative, vous créez vous-même des chaînes de valeur. Ce sont des idées comme ça. Donc, c'est-à-dire, vous produisez et vous transformez. Parce qu'il faut également transformer le cacao. Oui. C'est-à-dire quoi? Ça permet que le producteur ait permanemment des revenus. Parce que le producteur, c'est celui qui vit lors de la récolte. Entre deux récoltes, il végète. Oui. Il faut mettre fin à cette précarité.